Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je profite de cette vidéo un peu particulière pour faire un entretien très informel et sympathique avec une de mes brillantes élèves, Bénédicte. Elle est là avec nous, là. Bonjour. Oui, mais elle est aussi responsable d'une activité de broderie japonaise traditionnelle. Et nous avons imaginé cet entretien ensemble aujourd'hui pour vous parler de nos activités et de voir comment elles s'imbriquent et en quoi l'apprentissage du japonais est important quand on s'intéresse à une discipline japonaise, en quoi ça peut venir aider, et inversement, pour ceux qui apprennent le japonais parce que juste ils aiment la langue, ça donne également un champ d'application. Tout prend du relief quand on met en synergie à la fois l'étude de la langue et une discipline Japon. C'est à toi, Bénédicte. Merci Pascal. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, l'un de mes principaux hobbies est la broderie japonaise. J'y suis venue vraiment petit à petit avec un apprentissage de la culture vraiment progressif qui a commencé quand j'étais petite. Tu aimes la culture japonaise depuis l'enfance, en fait, c'est De- ça? ben, sans m'en rendre compte, par à-coup, par plusieurs petites portes, plusieurs petites fenêtres, j'ai eu de Oui. plus en plus de coups d'œil Et et puis tu t'es rendu jusqu'à mettre les compte. pieds là-bas directement. Voilà, oui, oui. Alors, tu es allé au Japon, mais alors finalement, c'est un jour, tu te rends compte, tout ce que tu touches, il y a plus ou moins le Japon derrière. C'est ça qui te fait vibrer. C'est Tout une à prise fait. de conscience. Au début, on aime plein de choses, et Mm. puis on se rend compte après un certain temps qu'en fait, derrière se cache le Japon. Donc voilà, vraiment par plusieurs petites fenêtres. Donc je disais d'abord l'origami quand j'étais petite, puis après, quand j'ai été jeune maman, je fabriquais des petits objets en couture japonaise avec des petits tissus, des petites peluches. Ça s'appelle le Chirimenzaiku. Et puis un jour, par Internet, j'ai découvert la broderie japonaise et là j'ai sauté à pieds joints car pour moi c'était vraiment le cœur du motif japonais que j'aimais tant, l'harmonie des couleurs, le lien avec les symboles, la nature, et là, tout un ensemble de notions de la culture japonaise me sont arrivées dans la figure, je dirais, et j'ai pu vraiment plonger dedans à corps perdu. Et là, c'était le grand amour, en fait. C'est une Exactement, révélation, vraiment une hein, révélation, tout à fait. c'est plus qu'un coup de cœur, c'est Mm, une révélation ouais, profonde. Ouais, d'accord. tout à fait. Et avec ça est venue bien sûr l'envie d'en savoir plus, l'envie de s'imprégner plus directement. Et donc j'ai commencé à vouloir apprendre le japonais, n'est-ce pas? Déjà Mais tu, adulte. tu es allé au Japon avant Et de commencer à t'intéresser à la non, langue j'ai vraiment japonaise ou pas? commencé à Ou apprendre tu le as commencé en japonais France? bien avant, avec dans l'idée justement d'aller au Japon, D'accord, conforter mon apprentissage de la broderie ou d'autres pans d'artisanat japonais. d'accord. Et j'ai commencé toute seule, n'est-ce pas, comme beaucoup de gens, avec la méthode Assimil, etc. Et là, je me suis vite rendu compte des limites de l'apprentissage tout seul, tout simplement déjà pour la motivation. On a beau Ben oui, avoir une passion, s'astreindre à travailler seul est vraiment difficile. on commence tous, même moi, hein, en autodidacte. Il y a Mm. plein de livres, plein de méthodes, on trouve plein de choses sur Internet, on picore à droite à gauche, il y a plein d'applis. Tout ça, c'est des matériaux qu'on peut utiliser, mais effectivement, à un moment donné, quand on veut construire quelque chose, une connaissance, ben, il faut un plan. Et il Exactement. faut quelqu'un qui guide Mm, dans le mm, montage du. Imaginez une maquette, mm. une super maquette de bateau, vous avez plein de pièces, mais il n'y a pas de plan. Et il n'y a personne pour expliquer comment on assemble, qui va vous dire les techniques, Mm. etc. Et c'est vrai que tout seul, on peut être vite limité quand on n'a pas de plan. Et Et c'est vrai que puis, j'avais ce sentiment-là, hein, ou plutôt je dirais avec les pièces d'un puzzle, j'avais un bout de puzzle à droite, un bout de puzzle à gauche, en bas, mais aucun ciment pour coller toutes les pièces, et ça partait dans toutes les directions et je ne savais pas où j'allais. Et ça donnait pas sens. j'ai Ouais. vécu ça aussi Mm. à mes débuts, les 2, 3 premières années. Et puis, j'étais fier, hein, il ne fallait pas me la raconter à moi. Moi, On est bon, toujours hein, persuadé d'y arriver. oh oui, bah oui, pas besoin d'un prof. Et puis, bon, hein, au bout d'un moment, les choses, bon, quand on veut passer à la vitesse supérieure, ou
on va gagner un peu en humilité, puis on se dit, il y a peut-être des gens qui savent mieux que moi et qui pourront peut-être me conseiller ou m'aider, et on fait ses premiers pas comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne sais pas, toi, le sentiment que tu as eu, toi, vis-à-vis de la langue japonaise, bon, Ben, comme tu le dis, c'était compliqué, enfin, tu avais plein de choses. Mm. Les premiers écueils, je les ai réalisés la première fois où j'ai été au Japon, justement, où j'avais mes petites notions, comment on dit bonjour, comment on commande son thé. Et Etc. puis le premier jour où tu arrives à l'aéroport et qu'il faut parler au taxi et que tu veux lui expliquer que tu veux d'abord aller à ce temple-là, mais qu'après tu veux revenir chercher tes bagages et après tu veux aller faire 2 heures de route pour retrouver l'école de broderie. Mais ça s'est super bien passé parce que, n'est-ce pas, les Japonais sont d'un accueil absolument formidable. Et c'est là que ça m'a aussi conforté dans mes possibilités, que même avec de très faibles notions, je pouvais y arriver. Et m'a donné envie d'aller plus loin et de dire, bah non, non, mais là, clairement, je mets les bouchées doubles et je fais les choses bien. Et c'est donc peu de temps après que je t'ai contacté, Pascal, à mon Bon. retour du Japon. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, tu m'avais trouvé comment, finalement? Alors, pareil en naviguant sur Internet, parce que donc, en fait, avant, j'avais pris un petit peu de cours avec une professeure japonais. Japonaise, elle était Japonaise. native, c'est Alors, elle ça? était native, mais par contre, c'était en présentiel, comme on dit maintenant. À l'époque, ça Hmm. n'existait pas. Et donc, c'était compliqué, l'organisation, faire garder les enfants, aller faire 1 heure de route, etc. Sur la durée, ça n'a pas tenu. Et surtout que, alors, ce que j'avais remarqué, c'était que c'est super d'apprendre le japonais avec un japonais, mais en fait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. C'est super pour l'oreille, pour apprendre éventuellement la bonne intonation, mais il y a plein de petites choses qui peuvent sembler évidentes pour le professeur japonais, qui ne le sont pas du tout pour un français, parce qu'on ne voit pas la langue de la même manière. On n'a pas les mêmes Oui, blocs. ben, j'ai exactement eu Mm, la même expérience quand j'ai appris avec des natifs. mm, C'est super pour le côté réel, en fait. mm, La question, c'est que comme on est extérieur à la langue, ben, on se pose plein de questions en français et on a une mm, référence, c'est la langue française. Et on a envie de dire des choses en japonais, et comment on dit ça, et comment ceci, cela. On réfléchit en français, et le professeur natif, il est souvent, son niveau en français n'est mm, pas toujours très bon. mm, Il y a des professeurs des japonais qui parlent le français mm, de façon excellente, mais c'est quand même la minorité. mm, Et on ressort du cours avec plus de questions que de réponses. mm, Je ne sais mm. pas si tu as eu cette expérience, mais Surtout moi j'ai eu l'impression ça. d'être lâché dans un océan et de ne pas avoir de bouée et Oui, c'est ça, c'est de ne ça. pas percevoir la terre ferme. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est Ouais, d'avoir plein de pièces de puzzle voilà. et avoir un professeur qui, finalement, bon, ben, c'est pas trop où il va, quoi. Mm. Il t'apprend les petites pièces de puzzle, mais il t'apprend pas forcément le ciment qui va avec. Ou, C'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. oui, 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 ou assembler Mm. le. Voilà. On voit pas la finalité, en fait. Mhm. Euh, Et donc, c'est vrai que ça a été assez bloquant pour moi. Et donc, quand j'ai commencé, n'est-ce pas, très occupée avec les enfants, la broderie japonaise, un autre travail à côté, quand je t'ai contacté, au début, j'y ai été pareil à tâtons. J'ai commencé par prendre le e-learning toute seule pour voir où en étaient mes bases. oui, donc tu as commencé par ma Et formation en e-learning. voilà, pour Pour... déjà voir où j'en étais moi, faire un point. Et ça t'a aidé, je crois, hein. Tu Et, m'avais dit et- que et ça m'a aidé, oui, c'était. oui, tout à fait. Je me suis rendu compte de là des points faibles, donc sans surprise les kanji, par exemple, etc. Et Est-ce que c'est tu là as trouvé qu'après des que... explications qui apportaient des réponses à tes questions? Oui, parce qu'il y avait des points de grammaire qui étaient beaucoup plus simplement expliqués. Euh, que ce soit l'utilisation des particules ou donc au niveau débutant, il y avait donner, recevoir, ageru, kureru, et je les avais pas du tout compris comme ça avec la prof japonaise. Donc ça a clarifié des bases, ça a donné des coups d'œil sur la suite, et donc ça a vraiment conforté l'idée d'avancer dans l'étude de la langue japonaise, Oui. effectivement. Mm, Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce module en mm, ligne. C'est pour aider l'élève débutant
soit à mettre le pied à l'étrier, soit à repasser une couche sur ce qu'il a fait à ses débuts. C'était l'objectif, en Tout à fait. fait. C'est Et une bonne puis porte d'entrée. éventuellement une bonne porte d'entrée. Et s'il souhaite ensuite prendre des cours avec moi, il est le bienvenu. C'était l'idée, en fait. Mhm. Voilà. J'ai une ambition double. D'abord, de pouvoir être en contact directement avec les artisans japonais, car je ne m'intéresse pas seulement à la broderie, mais à d'autres types d'artisanat dans le monde du kimono, du kumihimo, le tressage japonais ou la feuille d'or, etc. Et de pouvoir aller apprendre éventuellement directement auprès des maîtres japonais, à Kyoto par exemple, ça c'est un rêve magnifique. Et aussi de pouvoir défricher toute cette collection de livres en japonais justement sur ces domaines-là qui ornent ma bibliothèque et de pouvoir rentrer également au cœur du sujet. Donc c'est un vrai travail de longue haleine, n'est-ce pas? On ne s'imagine pas en commençant la langue japonaise atteindre un jour ce niveau, être capable de converser directement avec des artisans ou lire des ouvrages très spécialisés. Mais j'y crois. Voilà, petite tortue avance et grâce à l'aide de Pascal, j'espère bien un jour progresser sur ce chemin. Oui, oui, Mm, déjà depuis que tu es arrivé ici, tu as vraiment fait des mm, progrès. C'est mm. visible. Enfin, toi, tu le C'est vrai. ressens aussi, Oui, hein. oui, tout à fait. Quand je t'ai Mm, récupéré, tu avais un petit niveau N5. mhm, Aujourd'hui, on est mm. bien dans le N3 et on commence à faire des petites Mm. projections ponctuelles, des fois sur le N2. Ouais. Et donc niveau N2, c'est le premier niveau du niveau avancé. Mm, Dans la norme européenne, ça correspondrait à un niveau B2. mhm. Hein, au niveau et moi, en tout cas, je suis très content de ce que tu fais. Mais il faut le dire à ceux qui nous regardent, tu travailles de façon acharnée. Il n'y a pas une C'est c'est- fois où c'est tu viens un, me voir en me c'est un disant vrai bah, engagement. j'ai Ah rien ouais, fait, quoi. voilà. Tu as toujours fait des Mm, kanji, mm, t'as toujours fait régulièrement dans la semaine mm, une lecture, et puis des semaines un petit peu compliquées, tu dis bah, au moins j'ai lu ou un peu mm, préparé le vocabulaire, mais tu n'as mm, pas rien fait. Et mhm, ça, c'est très important de le mm. comprendre. C'est l'apprentissage du japonais, mais comme la broderie, j'imagine, Bénédicte, les disciplines nobles traditionnelles du Japon, ou même les arts martiaux, hein, pour ceux qui en pratiquent, c'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça. Ça s'apprend dans le temps long, à pas, avec un véritable cheminement et du travail régulier. Tout à fait, Euh, tout à fait. C'est la broderie japonaise. Je pense que c'est aussi donc c'est un peu une voie, hein, on dit que c'est le nuido, la voie du fil, la voie de la broderie japonaise. Et la langue japonaise, son apprentissage suit un peu ce même chemin. C'est un engagement si on veut vraiment faire les choses comme il faut. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'étais tombée sur un article du petit journal de mon école. C'est le Japanese Embroidery Center et qui est issu de l'école Kurenaikai oui, on qui est à mettra d'ailleurs, Dogane. Ouais, excuse-moi, on vas-y, mettra vas-y. d'ailleurs tous les liens. Il y aura la vidéo et en dessous, il y aura au moins les liens. Voilà, donc Et... excuse-moi de t'avoir Non, non, coupé. c'est bon. Et donc oui, j'étais tombée sur un article où ils expliquaient un concept qui m'était inconnu. Et au travers de nos conversations, nous nous sommes rendus compte tous les deux qu'il était bien plus large. C'est le concept de shuhari. Et je pense que tu es plus qualifié que moi pour bien expliquer ces différentes notions. Oui, alors le concept Shuhali, c'est donc trois kanji, Shuhali. Alors avant de parler de cela, d'où ça vient, c'est Sen no Rikyu. C'est un sensei japonais de la cérémonie du thé au XVIe siècle. Il est né dans le Kansai, donc dans la région de Osaka, au XVIe siècle. Donc il invente la cérémonie du thé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce qu'il a surtout fait, c'est que il a inséré l'idée du wabi, alors je vais y revenir, dans la cérémonie du thé, c'est-à-dire que c'est une idée un peu zen qui vise à épurer les choses afin de leur donner une très grande simplicité, une certaine mélancolie, une certaine, je ne vais pas dire tristesse, mais solitude, on va dire.
Donc, il va épurer le tout, va pas avoir des bols de thé ornés avec des ornements, des feuilles d'or, mais plutôt des choses, des objets qui sont simples et recentrer la cérémonie du thé autour du tokonoma, qui est la pièce d'art dans les maisons japonaises. Bon, je ne vais pas parler de Senno Likyu ni de la cérémonie du thé, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, puis il faudrait faire plus de recherches dans ce domaine pour pouvoir en parler de façon très juste. Mais dans cette cérémonie-là, dans cet apprentissage, parce que ça s'apprend la cérémonie du thé, c'est pas quelque chose qui s'improvise, Sen no Likyu a mis en avant pour la première fois, ou peut-être qu'il a repris un concept, mais il l'a japonisé, du shuhali. C'est ce que évoque Bénédicte dans sa discipline. C'est un triptyque, c'est une évolution dans une discipline de l'étudiant dans sa façon d'apprendre. Le premier kanji, shu, c'est le kanji de mamoru, qui veut dire protéger, conserver. C'est-à-dire que l'étudiant, au départ, il est complètement apprenti et il se doit de retenir les règles et de les apprendre et de les préserver de façon stricte. Et ça, on a ça en japonais, les premières années, les 5-6 premières années, c'est les règles, les règles, les règles. Et c'est super carré. Et je pense que, Bénédicte, dans la broderie, tu trouves également ce principe. C'est que Oui, tout les à fait. élèves, dans les premières années... On apprend les gestes, on apprend les différentes techniques. Donc, il y a 46 techniques et c'est un peu comme les katas dans les arts martiaux. On répète, on on fait des répète, ouvrages sur lesquels on fait un peu tout le temps le même geste, le même motif pour vraiment bien s'en imprégner et le maîtriser. voilà. Et dans les arts martiaux, on dirait que ça va jusqu'à la ceinture noire. Mhm. Hein, ce première partie, l'apprentissage. Le deuxième kanji, qui est le kanji ha, qui vient du kanji de yaburu, déchiré, ce qui permet en fait à l'étudiant, après avoir fait le tour des techniques et les avoir dans une certaine mesure maîtrisées, il peut se permettre de trouver un peu lui-même sa voie, donc de faire un peu des écarts vis-à-vis des règles de base pour se trouver lui-même son propre style et son idée et avancer. Et en japonais, c'est pareil. Une fois qu'on a posé les bases, on peut se permettre, quand on écoute les Japonais et on interagit avec eux, de plus trop respecter à la lettre telle ou telle règle, parce que si on respecte les règles à la lettre, on parle comme d'un dictionnaire. Mais dans la vie courante, on ne parle pas comme un dictionnaire. On Tout à fait. abrège, on Hein. tronque, on n'est pas très respectueux des règles. Et ça, en japonais, clairement, ça apparaît. C'est justement ce deuxième étape où là, on va apprendre à se trouver soi-même, à s'exprimer soi-même avec ses propres mots, ses propres nuances, ses propres sentiments, à travers toutes les bases que l'on a apprises, mais tout en faisant des petits écarts pour pas être trop académique dans sa façon de parler, être plus naturel. C'est la deuxième volet. Et je pense qu'en broderie également, une fois que l'élève il a appris les bases, les techniques, il peut peut-être lui-même commencer à Effectivement, trouver c'est là ses choses. qu'il va commencer à mettre en œuvre sa propre sensibilité dans, par exemple, le choix, surtout le choix des couleurs, trouverait ses propres harmonies par rapport à ce qu'il a appris des standards, je dirais, de couleurs japonaises, par exemple de la période Heian ou autre. Il va aussi choisir ses propres épaisseurs de fil et tester différentes applications de techniques, par exemple pour faire telle fleur au lieu de la faire de la façon typiquement traditionnelle qui va lui donner un effet très à plat. Il va essayer de lui donner un peu plus de bourrage, un peu plus de volume, peut-être un regard plus moderne, que ce soit dans la forme ou la couleur. Et c'est là qu'il fait ses propres expériences et se détache des techniques tout en les respectant car il les réutilise d'une autre manière, en fait. Voilà. Oui, 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 oui. Et pour les gens qui ont fait des arts martiaux, si on parle avec les ceintures noires, les hauts gradés, c'est ceux qui sont troisième dan, quatrième dan, moi en tout cas c'est ce que j'entends, moi j'ai pas ce niveau-là, mais quand j'entends ces gens-là parler, ils nous disent on commence à vraiment faire du karaté ou de l'aïkido à partir de la ceinture noire. C'est-à-dire on commence à se trouver soi-même dans la discipline Mm. à partir de la noire. Avant, c'est la technique, la base, la base, la base, c'est le premier kanji, et là, c'est le deuxième kanji, le ha.
Et après, le troisième kanji, c'est Li, Hanalelu, qui veut dire le détachement, l'éloignement. C'est la troisième et dernière étape de ce triptyque d'évolution où on connaît très bien les règles, on a su trouver son style, donc se faire des écarts, et on a pris suffisamment d'altitude pour vis-à-vis de la discipline pour se détacher complètement et pouvoir la transmettre à d'autres, aux plus jeunes qui sont sur le chemin, ou voire même à monter sa propre école avec son propre style. C'est comme ça que naissent les différentes écoles au Japon. On va à l'école du sensei XY suivre son enseignement parce que voilà, on suit un peu sa voie, c'est comme ça. Et en broderie, puisque ce concept est pris, j'imagine qu'une fois qu'on décide de devenir professeur comme tu es, c'est que quand même on a eu on est passé par cette étape, voilà. Oui, je pense qu'il faut avoir déjà eu cette double casquette, je dirais, d'avoir vraiment maîtrisé les gestes de base et d'avoir réussi à s'émanciper aussi de toutes ces règles et pour pouvoir affiner sa propre sensibilité, car la broderie japonaise, c'est vraiment les mains et les gestes sont, on dit, la porte de l'esprit. On voit vraiment notre cœur dans la broderie et notre sensibilité, dans la façon dont on espace les points, la tension du fil, tout le stress ou la générosité de notre cœur va se retrouver dans la broderie. Et c'est une fois qu'on est quelque part suffisamment confiant en soi-même, que ce soit en son propre cœur ou en ses propres techniques, qu'on peut se permettre de les transmettre, car on sait ce qu'on transmet dans ce cas-là. Et on est sûr de ce qu'on a envie de transmettre. Et là, je pense que c'est effectivement la troisième démarche qui nous permet aussi, nous, d'aller au-delà et d'approfondir dans un dialogue permanent entre l'élève et le professeur notre propre enrichissement. Oui, 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 oui. Alors, cet exemple de Shu Hali permet de mettre en lumière les propos que nous tenions au début. C'est-à-dire que, Bénédicte, quand tu as entendu ce mot-là pour la première fois, tu l'as entendu de tes maîtres japonais, ils évoquaient le shuhali, bon, ben, point barre, ouais, c'est le shuhali, oui, bon, vaguement. Et Qu'est-ce que c'est que ça? ensemble, qu'est-ce que c'est que ça? Et ensemble, en regardant, en faisant des recherches, en travaillant en langue japonaise sur des articles en japonais, nous avons découvert cette explication. Et là, tout prend son sens, tout prend de la lumière et tout prend du relief. Et c'est là où on voit la synergie entre l'apprentissage d'une discipline japonaise et l'apprentissage de la langue, ce qui permet de renforcer encore plus, comment dirais-je, le fait de plonger dans le Japon. Hein, si on n'a pas la langue, on reste un peu en superficie de tout, sans vraiment bien comprendre. Mais en rentrant dans la langue, ben, on rentre dans le cœur de kokoro des Japonais. Et ça, c'est une démarche qui est, à mon avis, indispensable quand on s'intéresse à un sujet classique japonais. Oui, parce que la langue, c'est pas juste les mots, c'est pas juste la façon de communiquer, c'est vraiment l'imprégnation d'une façon de penser et de tout ce qui est non dit, de communication non verbale justement, je dirais, et tout ce qui nous attire dans le Japon, tout un chacun, que ce soit les motifs, les arts martiaux, les jolis kimonos, la broderie ou telle autre discipline. En fait, derrière, nous sentons bien qu'il y a un vaste espace que ça soit le zen ou la façon de penser des Japonais qui nous attire. Et la langue japonaise nous permet vraiment d'être accroché, d'être vraiment au contact de cette imprégnation passive, en fait. Et effectivement, l'un ne va certainement pas sans l'autre, ou en tout cas, si nous le faisons, nous nous privons d'une compréhension plus globale et qui nous parle directement sur notre propre chemin. Oui, 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 oui. Alors, ce triptyque, on a parlé de discipline japonaise, mais c'est un triptyque qui est universel dans les disciplines classiques. Je vais prendre simplement le ballet, hein, le ballet de la danse classique.
dans les opéras, on a ce type de triptyque. D'abord, les élèves apprennent la danse, ils sont dans le corps de ballet, je dirais, donc ils apprennent les techniques pendant des années, ils font leurs pas, ils apprennent les techniques de base, et ils ne doivent pas en déroger. Puis progressivement, ils vont devoir, une fois qu'ils sont diplômés et qu'ils sont considérés comme des apprentis danseurs confirmés, ils vont faire leurs expériences à droite, à gauche dans les différents opéras, dans les différentes compagnies. Et là, ils vont devoir s'adapter et donc faire forcément un peu des écarts. Donc, ils voyagent dans tous ces endroits et c'est là où ils vont vraiment créer leur style. Et après un certain nombre d'années d'expérience, ils seront capables de créer leur école ou d'enseigner la danse aux plus jeunes qui sont toujours au premier stade, qui ont besoin d'apprendre les techniques élémentaires. Le détachement, c'est pas le dernier volet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pas simplement tout oublier. C'est on se détache, mais on conserve et on préserve les bases et la Et c'est technique. surtout pas transgresser, en fait. Non, 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 Ouais. on est bien d'accord. Mm. On est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est ce que je veux dire, le shuhali, c'est bon, Senno Likyu qui l'a mis en place au Japon, mais je pense que c'est un concept, c'est un triptyque qui est universel dans toutes les disciplines nobles du monde entier. Et Senno Likyu, je dirais, il l'a mis entre guillemets à la sauce japonaise. Et je pense que tout engagement sur une voie ou une discipline, quelle qu'elle soit, passe par ces trois étapes et est le reflet de notre propre route dans la discipline ou dans notre cheminement intérieur, effectivement. Voilà. Oui, oui, tout Donc, à fait, c'est ça. Donc peut-être pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que euh, apprendre le japonais ou une discipline comme la broderie japonaise classique ou un art martial, c'est un véritable engagement. J'ai souvent des gens qui viennent me voir en disant ouais, je veux faire du japonais. Bon, les 3 mois, hein, 4 mois, après, je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire. Et là, je dis mais ça, je veux pas l'entendre. On fait pas du japonais 3 mois. Enfin, ça tient pas debout. mm, C'est un véritable discipline qui s'apprend dans la durée. Dans 3 mois, la personne aura un peu progressé, évidemment, mais il n'y aura pas de déclic particulier. mm. Toi, Bénédicte, de ton point de vue, c'est pareil. J'imagine la broderie, ça ne s'apprend pas traditionnelle japonaise. C'est pas Non, en et 3 mois qu'on peut on dit apprendre. effectivement la même chose. C'est pas la broderie japonaise. D'abord, c'est une broderie d'art issue d'une culture qui date de 1600 ans. Et on dit au Japon que pour commencer à rentrer dans la voie du maître, il faut 10 ans d'apprentissage avant de pouvoir commencer à considérer comme un maître débutant, je dirais, et de pouvoir avoir ses propres clients dans son Oui, domaine, tout à fait, etc. tout à fait, tout à Donc, fait. alors quand on dit ça à un occidental, oula, 10 ans, oui, bon, c'est les Japonais, ils font ça de toute façon, toujours de façon très approfondie et tout. Non, pas seulement. On se rend compte que nous-mêmes, quand on avance dans telle ou telle discipline, la langue japonaise, la broderie japonaise, plus ça va, plus il y a des choses non seulement à maîtriser, mais à découvrir et à imprégner. Et c'est un chemin de vie. On n'a jamais fini d'apprendre. Donc, Complètement. il ne faut pas se projeter, oh là là, ça va prendre 10 ans, oh là là, ça va prendre 3 mois. Non, il faut commencer le chemin et après, on verra bien où ça nous mène. Voilà. Et Et tant c'est un mieux si ça chemin de nous mène vie. loin. Et tant mieux si ça nous mène loin, c'est ça. Et Ouais. c'est un vrai plaisir, c'est une découverte. À chaque découverte, moi, même à mon niveau, quand je lis un texte qui me donne un peu du fil à retordre et que je réussis à débloquer, à voir certaines choses, c'est un émerveillement intérieur, c'est une joie incroyable et c'est tout ce que je vous souhaite. Mm, C'est la même chose, mais mm, on doit cheminer. Moi, le japonais, ça fait 30 ans que je l'ai commencé et je suis toujours sur le chemin. mm. Voilà. Et Bénédicte, à travers son expérience, vous dit également la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez voir de superbes œuvres
des broderies, des choses très jolies, japonaises, traditionnelles. C'est sur le site de Bénédicte, vous aurez le lien en dessous. Par là. Voilà, c'est non, 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 c'est vraiment exceptionnel. Je vous encourage, pour ceux qui aiment tout ce qui est tissu, couture, broderie, à aller jeter un œil parce que c'est vraiment beau à voir. Ouais. Et n'hésitez pas également, si vous voulez vraiment vous plonger davantage dans la culture japonaise et pas seulement commander du café au Kissaten d'à côté, n'hésitez pas à contacter Pascal car ses cours sont vraiment formidables et vous permettent vraiment de coller tous les bouts de puzzle ensemble et d'avoir une base solide pour avancer, quel que soit votre chemin. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous pour pouvoir me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mes cours et comment j'organise les cours. N'hésitez pas à contacter Bénédicte également si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la broderie traditionnelle japonaise. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bénédicte, un petit mot pour la fin de ton côté? Eh bien, je vous souhaite de vraiment trouver cette lumière qui parcourt mon chemin dans la discipline que vous choisissez. N'hésitez pas à l'abreuver, à la nourrir de langue japonaise, de contact, de tout ce qui vous permet de l'améliorer et Et de de la vivre le rendre plus Japon, en belle et de fait. vraiment la vivre sur Oui, votre propre chemin. Voilà. voilà. Merci à tous et on vous attend. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Au À revoir, très bientôt. à très Au bientôt. revoir.